Nous partons donc en Russie, où les forces nucléaires stratégiques sont, entre guillemets, toujours prêtes au combat. C'est en tout cas ce qu'assurait ce matin, jeudi 9 mai, Vladimir Poutine, lors de son discours pour célébrer le jour de la victoire soviétique contre Hitler, en pleine tension liée au conflit en Ukraine. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. Pardon. Le président russe a supervisé le défilé militaire du 9 mai sur la place Rouge, un défilé au cœur de la mécanique narrative du Kremlin qui exalte la puissance du pays, alors que ce dernier a mené de nouvelles attaques la nuit dernière sur l'Ukraine, des bombardements qui ont fait 2 morts à Nikopol dans le sud du pays. Bonsoir Denis Kolesnik. Bonsoir. Denis, vous êtes consultant, spécialiste de l'Europe de l'Est. Exactement. À mes côtés, Jean Noglinesti. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche chez l'IRIS. Vous êtes aussi et surtout ancien ambassadeur de France en Russie. Vous étiez en poste de 2009 à 2013. Vous êtes par ailleurs auteur de France, une diplomatie déboussolée, paru en février de cette année chez l'Inventaire, si je ne me trompe pas. Chers messieurs, répond qui veut, pourquoi la fête de la victoire c'est un jour important pour Vladimir Poutine ? C'est la fête nationale. C'est la vraie fête nationale. C'est la fête d'une amitié. Je suis sûr qu'il y a au moins la moitié des Russes qui ne savent pas ce que c'est que le 12 juin, qui est la fête théorique, qui est la fête de la déclaration d'indépendance de la République fédérative de Russie. Tandis que le 9 mai, c'est un moment d'unanimité. Personne ne peut contester ce qu'a fait la Russie soviétique, dans sa contribution à la victoire. Donc tout le monde est d'accord. Donc c'est un grand moment d'unanimité qui est fêté régulièrement et dont évidemment le chef de l'État profite. Écoutez, je voudrais rajouter quelque chose, bien évidemment. Cette fête en Russie constitue, il s'inscrit dans le mythe de la mythe historique russe. C'est l'un des mythes sur lequel la Russie et son pouvoir actuel, Vladimir Poutine, construit son pouvoir et construit son image. Il faut également dire que souvent, quand les Russes ils parlent, quel que soit le discours officiel ou les Russes, les citoyens lambda, quand ils parlent de la victoire contre le nazisme, souvent d'ailleurs ils disent contre le fascisme, et puis aussi ils disent que c'était les Russes qui ont gagné la guerre. Et c'est d'ailleurs le discours qu'on peut retrouver chez certains, également chez nous en France. On dit que les Russes, ils ont gagné. Alors que réellement parlant, il s'agissait de l'URSS qui consistait en 15 républiques, où la majorité des pertes et des morts, c'était bien évidemment, si on regarde la carte, c'était les Biélorusses et les Ukrainiens. Mais quand même, le discours officiel, il a fait en sorte que c'était les Russes qui ont remporté. Et souvent, d'ailleurs, on omet aussi une chose en Russie, on oublie le Lend-Lease américain. Donc on passe sous le tapis le fait que l'armée soviétique utilisait énormément d'équipements livrés par les Occidentaux. Il oublie aussi souvent de dire qu'il y a eu également le front à l'ouest. Donc ça aussi, il faut tenir, bien évidemment, il faut se souvenir de ces petits détails. Jean Noglinesti, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, tout ça est exact. Le Lend-Lease, ça a été considérable. Les Russes n'en parlent jamais. Il y a eu 40 000 camions, 10 000 chars, 6 000 avions. Enfin, c'est considérable. Et ça a permis à la Russie de tenir au moment des premières victoires allemandes. Après, les Russes produisaient suffisamment et ils ont eu moins besoin de ça. Alors, évidemment, c'est la Russie soviétique, enfin c'est l'URSS qui c'est très justement dit, qui a gagné, mais l'embrigadement, le matériel, etc., ça a été organisé en fait par Staline, sur le dos de la population d'ailleurs avant, puisqu'il a fait des économies forcées, il a affamé les gens, tout ça pour produire des chars et des avions qui sont battus ensuite. Donc, disons que moi, ça ne me choque pas quand ils disent c'est la Russie soviétique. Bon, les morts, c'est clair, ils ont été en majorité proportionnellement ukrainiens et biélorusses, puis kazakhstanais et beaucoup qui sont morts sur le front, mais c'était l'URSS, c'était un pays qui était géré principalement, à part le géorgien, par des Russes. Denis ? J'ai rien à rajouter.
Pardon. La Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial, mais dans le même temps, nous ne permettrons pas que l'on nous menace. Nos forces nucléaires stratégiques sont toujours en alerte, c'est ce qu'a dit Vladimir Poutine, qui a ordonné il n'y a pas longtemps des exercices nucléaires tactiques qui impliquent des troupes stationnées près de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est encore du narratif? On sait que depuis l'invasion à grande échelle russe de l'Ukraine, qui a été lancée le 24 février 2022, c'est pas pour la première fois que Vladimir Poutine fait recours à ces discours d'escalade, à ces discours atomiques du nucléaire. Par contre, il faut aussi se souvenir qu'en Russie, comme dans beaucoup d'autres pays, il existe des documents doctrinaux et stratégiques. Et donc, conformément aux bases, peut-être je ne me souviens plus le nom exact de ce document, mais c'est l'un des documents doctrinal russe qui régit l'utilisation des armes nucléaires. Et donc il y a 4 cas où la Russie peut faire recours à ses forces nucléaires. 3 situations engagent soit une frappe sur la Russie, soit que les Russes soient au courant qu'un missile nucléaire a été lancé et se dirige vers la Russie. Troisième chose, c'est également lié, je me souviens plus à vrai dire. Attaque aux frontières. Non, ça c'est quatrième. Et quatrième, justement, il s'agit d'une menace existentielle qui pèse sur la Russie, donc dans le cadre d'une attaque conventionnelle, donc c'est-à-dire sans utilisation d'armes nucléaires. Donc encore une fois, cela s'inscrit dans le discours de Vladimir Poutine. Il faut d'un côté redonner quelque part l'espoir à la population russe, il faut paraître toujours fort et déterminé à remporter donc, la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine et qui, dans le discours russe, est également une guerre quelque part contre l'Occident. Et un deuxième élément, c'est qu'encore une fois, il s'agit d'envoyer des signaux, mais ce sont plutôt des signaux qui visent la population russe et pas les Occidentaux, parce qu'à l'Occident, c'est quelque part évident que les Russes ne pourront pas jouer la carte nucléaire dans ce conflit. Vous souscrivez, monsieur Oui, l'ambassadeur? tout ça est tout à fait exact. Je ferai peut-être une différence entre les 2 éléments que vous avez cités. D'une part, les mots qu'a prononcé le président Poutine sur le degré de disponibilité des forces nucléaires, parce que ça, si vous voulez, il n'y a rien de nouveau, c'est normal. C'est le principe de la dissuasion. Ils sont prêts, c'est le principe de la dissuasion. Nos fusées sont prêtes à partir, les sous-marins sont prêts, tout le monde. Là, ça, c'est clair. Donc ça fait partie, effectivement, de la phraséologie normale qui rappelle régulièrement... Ce qu'avait rappelé Jean-Yves Le Drian, je crois, au moment... qu'on est une puissance nucléaire. En revanche, et vous l'avez souligné, il y a ces manœuvres avec l'arme nucléaire tactique. Ça, c'est tout à fait autre chose, et c'est, à mon sens, plus lourd de signification. L'arme nucléaire tactique, d'abord dans la doctrine qui a été opportunément citée à l'instant, il y a un élément qui n'a pas échappé à pas mal de gens, qui s'appelle l'escalade pour la désescalade. Et ça implique en fait l'utilisation de l'arme nucléaire tactique. L'arme nucléaire tactique, on ne sait pas combien les Russes en ont. Elle ne fait pas partie des grandes discussions pour la diminution des armements stratégiques. On ne sait même pas quelle est leur puissance de détonation. On ne sait pas si c'est 5 kilotonnes, 10 kilotonnes, 20 kilotonnes. On doit le savoir quand même à peu près. Et donc, ces manœuvres qui ont eu lieu il y a une semaine avec des armes nucléaires tactiques, c'est la première fois qu'il y en a depuis très longtemps. Et ça signifie que la Russie, en tout cas c'est ce que la Russie veut signifier, qu'elle est prête à utiliser ces armes nucléaires du champ de bataille. Et ça, c'est un élément nouveau et très inquiétant. Et si vous me permettez, ce serait à mon sens intéressant de rajouter, c'est qu'une partie significative du dispositif nucléaire russe, il vient de l'Ukraine, du moment de la désarmement nucléaire ukrainienne survenu dans les années 90. Et donc les Russes, ils ont pu prendre tout le stock. Il y avait une partie qui a été démantelée, utilisée, et l'autre, parce qu'en Ukraine, à l'époque, c'était les missiles les plus récents qui disposaient de l'URSS, donc les Russes utilisent toujours. Et il y avait un stock qui a été également pris par les Russes, donc le stock
de ces dispositifs nucléaires tactiques. Et j'ai retrouvé justement le document pour être sûr. Donc, ce sont les principes fondamentaux de la politique d'État de la Fédération de Russie dans le domaine de la dissuasion nucléaire. C'est 2020. 2020. Dans le Juin chat, il y a... pardonnez-moi. Dans le chat, il y a Kyle. Salut Kyle, Kyle qui nous a rejoint tout à l'heure, qui vous pose la question, je pense à vous davantage qu'à moi. Est-ce que le discours sur le nucléaire de Poutine aujourd'hui n'est pas en réponse aux déclarations d'Emmanuel Macron sur les troupes, l'envoi éventuel de troupes et le partage du nucléaire français? Répond qui veut. Si vous oui, souhaitez oui, répondre. parce que la déclaration française sur l'envoi éventuel de troupes a suscité une réaction massive de la Russie, qui a montré du doigt la France, qui a dit que c'était pas raisonnable. Enfin, sur les plateaux de télévision, donc il y a ils sont un peu déchaînés. Donc, en plus, Lavrov a donné, le ministre des Affaires étrangères russe a donné récemment un long interview. Le rappel de la puissance nucléaire russe est une constante chaque fois que la Russie se sent embarrassée. Donc, incontestablement, ça fait partie du contexte. Je dirais justement que c'est surtout quelque chose habituel, entre guillemets, si on peut le dire. Cela n'est pas pour la première fois que les Russes menacent avec le nucléaire, quel qu'il soit tactique ou autre, ou stratégique. Mais à chaque fois, d'ailleurs, que les Russes ils commencent à menacer, on se souvient en 2022, quand les Russes ils étaient, entre guillemets, envoyaient des discours assez belliqueux. Donc il y avait aussi la Chine qui a fait une déclaration très importante en disant qu'en aucun cas on ne peut pas utiliser l'arme nucléaire. Et c'était également un signal envoyé à Vladimir Poutine et après il s'est calmé. Donc en répondant à votre question par rapport à est-ce que c'était une réaction, pour moi non, pas du tout. C'est quelque chose de très habituel et voire plus, on doit se souvenir tous du contexte. C'est la Russie qui, pour déjà, on va dire, deuxième fois qui a envoyé un pays frontalier. En 2008, c'était la Géorgie. En 2014, on va dire, c'était l'Ukraine. Et puis en 2022, de nouveau. Et donc, ce que faisait l'Occident en général, c'était de dresser des lignes rouges en disant que non, on ne va pas envoyer des troupes, non, on ne va pas envoyer des armes. C'était au début, avant 2022 encore. Et là, au contraire, toujours la Russie jouait, comme très souvent, avec cette politique de dresser des lignes, alors que les Occidentaux étaient plutôt... Donc la Russie était réactive, et l'Occident était, au contraire, proactif, et l'Occident était réactif. Donc l'Occident réagissait à ce qu'il disait la Russie. Et là, ce que le président de la République a fait, à mon sens, c'était très intelligent, même si ça a suscité beaucoup de débats, y compris parmi les alliés, et même en Europe de l'Est. Il y a eu des réactions assez intéressantes, notamment en Pologne. Mais il a introduit l'ambiguïté stratégique. Et ça, c'est très important, parce que si avant, à Moscou, il était persuadé qu'on ne va pas réagir plus que ça, donc on va envoyer des armes, mais pas des troupes. Maintenant, de toute façon, les services russes, ils pensent qu'on ne va pas le faire, le plus probablement. Mais on n'est plus sûr. Mais parce qu'avant, on n'était plus sûr du tout, on était sûr. L'ambiguïté stratégique, on l'a toujours défendue, c'est le principe de la dissuasion, non? Oui, d'accord, non, mais au sens que quand on traitait avec la Russie, on disait toujours, on se limitait nous-mêmes. On faisait nos limites, on déclarait nos limites. Non, ça, on ne va pas faire. Alors que les Russes, au contraire, ils disaient non, ça on peut faire, ça on fait, après on déclare. Alors que nous, on était vraiment réactifs. Et là, ce qu'a fait le président de la République, encore une fois, c'est vraiment introduire cette ambiguïté stratégique. Et les Russes ne sont pas sûrs à 100% ce qu'on va faire. Il y a une question, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, sur cette question-là, l'ambiguïté stratégique, elle devait s'arrêter au moment où il a dit rien n'est exclu. Le problème, c'est qu'après, il y a eu un enchaînement de propos, de réactions, etc. Et que finalement, la Russie en a fait son miel quand même. C'est-à-dire que, et il est même question qu'au 75e anniversaire de l'OTAN à Washington, on acte clairement qu'il n'y aura pas de soldats sur le terrain. Donc il y a eu une réaction négative de l'Allemagne. L'Angleterre a été ambiguë comme souvent, les États-Unis. Donc en fait, si on exclut la Pologne et les pays baltes, en fait, la réaction était plutôt négative. Je pense que l'ambiguïté stratégique était positive.
mais il fallait l'arrêter. Après, il a été trop... il a justifié ce qu'il avait dit par de nouvelles justifications, qu'il a nuancées, etc. Donc finalement, ça a brouillé un peu les cartes et finalement, ça a joué plutôt en faveur des Russes. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que, en fait, quand on fait l'ambiguïté stratégique, quand on pratique l'ambiguïté stratégique, on la pratique avec deux jambes, si je puis dire. C'est-à-dire que d'un côté, on dissuade et de l'autre côté, on dialogue. Alors là, on a essayé de le faire. Ça a très mal marché dans l'entretien, le cornu Shoigu au téléphone. Et les Russes n'ont pas saisi cette possibilité de discuter sur les questions de terrorisme, ce qui aurait été un moyen d'amorcer la pompe. Mais la raison pour laquelle nous avons envoyé notre ambassadeur à l'inauguration de Poutine, c'est que nous ne voulons pas fermer les portes du dialogue. Donc ambiguïté stratégique, oui. Maintien du dialogue, oui. Et malheureusement, pour l'ambiguïté stratégique, on a peut-être un peu gâché cette ambiguïté en forçant le destin alors que nos partenaires n'y étaient pas prêts. Et je voudrais juste préciser que les réactions en Pologne étaient également négatives. Celles réactions positives des mémoires, c'était les pays baltes. Oui. Donc, Oui, qui ont dit qu'ils étaient prêts également d'envoyer les troupes en Ukraine afin d'appuyer la position de la France. Et donc aussi, en revenant brièvement sur donc cette notion de l'ambiguïté stratégique, il est vrai que si jamais le moment est venu, et on sera obligé d'honorer nos propos, et si on ne les honore pas, c'est fini pour nous. C'est très juste. Oui, je voulais... une des raisons pour lesquelles il aurait dû s'arrêter en disant « rien n'est exclu », c'est... ensuite, il a voulu préciser dans l'interview à The Economist, il a dit « si les Russes percent et si les Ukrainiens nous le demandent ». Et à ce moment-là, et si les Russes percent, c'est pas totalement exclu, encore que, Dieu merci, en ce moment, ça résiste, mais si les Russes percent, ça peut arriver, et à ce moment-là, les Ukrainiens le demanderont. Et à ce moment-là, la France aura un choix terrible. Soit elle mange son chapeau, soit elle y va seule, dans des conditions pas idéales, puisqu'elle ne sera pas suivie ni par l'OTAN, ni par la majorité des États de l'Union européenne. Et comment on se sortira de cette impasse ? Je laisse ça à la sagacité future de nos diplomates. Non mais comment n'y a-t-on pas pensé ? C'était ça le sens de ma question. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ? C'est quoi ? Je pense qu'il y avait d'un côté quand même beaucoup de discussions. Et quand le président de la République l'a annoncé, c'était fin février. Donc c'était quand même suivant certaines discussions. Donc il y a la Grande-Bretagne qui était ambiguë. Il y a beaucoup de pays qui étaient assez sceptiques, mais en revanche, il y a eu quand même des pays baltes qui se sont prononcés en faveur de ce signal. L'autre chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que souvent, on critique notre pays à l'est de l'Europe parce qu'on toujours change de position. On parle à un interlocuteur, on lui dit une chose qu'il veut entendre, on parle à notre interlocuteur, on peut dire une autre chose. Cela arrive par exemple s'il s'agit de l'Algérie et le Maroc. Et le problème, c'est que notre pays, c'est un grand pays européen, on a des ambitions. Emmanuel Macron, le président de la République également, c'est sûr, il a des ambitions du leadership en Europe. Sauf qu'on a eu quelques problèmes en Afrique, on l'a vu. Et c'est aussi... ça s'est passé également avec l'intervention de nos amis, entre guillemets, russes. Et il faut dire que si on a cette ambition du leadership, il faut être proactif également. Il faut prendre des positions parfois peu confortables. Et à mon sens, ce qu'a essayé de faire le président de la République, donc il a essayé d'envoyer des signaux, que quand même la France est là, la France est forte. Il faut se souvenir qu'on est le seul pays maintenant au sein de l'Union européenne qui peut parler grosso modo à égal avec la Russie parce que nous sommes les deux puissances nucléaires. Mis à part la France, au sein de l'Union européenne, il n'y a aucune autre puissance nucléaire. Ça, il faut s'en souvenir aussi. Il y a Yann Amad dans le chat. Salut Yann Amad qui nous rejoint, qui nous dit Poutine a été investi mardi. Est-ce qu'il a déjà nommé un successeur ? Non, il n'a même pas encore à ce jour nommé son futur gouvernement. Hein. Non, le successeur, c'est le problème de... Vous parliez de M. Lavrov tout à l'heure.
Ouais, on dit qu'il est partant, mais ça fait Ah bon? longtemps. Oui. Moi-même, quand j'étais à Moscou, Lavrov disait: «Ouh là là, j'en ai vraiment, c'est pénible, je veux partir», etc. Et il avait cherché à plusieurs reprises de partir. Donc il n'est pas exclu que cette fois-ci, il s'en aille. On dit aussi que Shoigu partira parce que les résultats militaires sont pas très bons, que la production ne suit pas comme il faudrait. Enfin, donc on dit, mais on n'en sait rien. Qu'est-ce En qu'on aurait pour revanche, succéder à ces deux hommes un peu clés quand même? oh, il y a beaucoup de candidats pour succéder à Lavrov, hein. Moi, je me souviens à l'époque, il y avait le président de la commission du Sénat, Kosatchev, qui était candidat, qui était terriblement déçu. Et là, qu'est-ce qu'on a? D'abord, il y a une flopée de vice-ministres qui piétinent en attendant le poste. Il y en a d'autres, mais on sera surpris. On est toujours surpris, hein, par les nominations en Russie. Apparemment, quand même, le Premier ministre, Mishustin, qui est crédité d'avoir mis sur pied une économie de guerre qui fonctionne et d'avoir obtenu des taux de croissance spectaculaires, sera maintenu en poste. Mais encore une fois, je n'en jurerai pas, hein. Denis, je vous vois acquiescer. Bah, écoutez, encore une fois, comme c'était bien évoqué par l'invité, par monsieur. Par Jean de Guignesti, Voilà, pardon. Lignesti, exactement. J'aurais dû vous Je sauver prie de au passage. m'excuser. Tout à fait, en Russie, c'est toujours très compliqué de savoir, en fait, de prévoir ce genre de choses, parce que d'un côté, c'est un pays qui est très loin de la démocratie pour être gentil, et donc les choses peuvent tourner très brusquement et très de façon qu'on ne peut pas s'y attendre. Il y a bien évidemment plusieurs personnes lesquelles on pourrait, entre guillemets, considérer comme prochains successeurs. Même, il y a des gens de service, par exemple, il y a Narishkin, il y a Bortnikov. Mais encore une fois, il ne faut pas non plus voir la Russie, et peut-être vous allez en parler un peu plus, il ne faut pas voir le régime russe comme une unité seule. Donc il y a quand même des clans également qui ont leur rivalité, qui essayent de placer leurs pions, qui essayent de placer leurs personnes et donc d'assurer certaines positions. Et donc encore une fois, pour moi, c'est très, très compliqué de vous dire quoi que ce soit. Et peut-être même Poutine lui-même, il n'est pas toujours au courant et sur qui son choix va s'arrêter. Jean de Guignesti. Alors, sauf sur les 4 ou 5 postes de ministres des structures de force, les ministres régaliens, puisque la Constitution, donc en 2020, a été modifiée et que c'est Poutine qui nomme, sans avoir besoin d'ailleurs de ratification du Parlement, de la Douma, il nomme le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, les responsables de la sécurité, et puis encore un ministre. Donc là, il le suit de près, ça, hein. Il y a Debrick Rose qui suggère que ce soit vous le prochain président, Denis. Voilà. Merci Debrick Rose. Poutine a déjà nommé un successeur, ça, on l'a déjà posé. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie ou avec le peuple russe, a dit Emmanuel Macron. Excusez-moi. Pardon. Pour être le prochain président russe, il faut être de nationalité russe, ce qui n'est pas mon Et cas. vous n'êtes pas de nationalité russe, effectivement. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, le peuple russe, a dit lundi Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse commune avec son homologue chinois, le président Xi Jinping, qui était en visite en France. Les Occidentaux n'ont pas une approche consistant à rechercher un changement de régime à Moscou, pardon, ajoute le président français. L'approche française, elle est un peu ambivalente tout de même, non ? C'est-à-dire que d'un côté, on n'exclut pas l'envoi de troupes, et puis d'un autre... Non, moi je trouve que ça se complète, hein. C'est le en même temps de Macron ? Mais c'est le en même temps, mais là en l'occurrence, ça se justifie parce que, encore une fois, on dissuade d'un côté et on dialogue de l'autre. Et les deux vont ensemble. Donc là, je trouve... Alors, autant dans la forme, effectivement, il n'y a pas eu le consensus de nos Européens, de nos partenaires européens pour avoir dit rien n'est exclu. Et puis, donc, on est rentré dans un processus un peu terrible où il faut justifier, expliquer, donner, etc. Ça, c'est pas bon. Mais cela dit, sur le fond, la dissuasion est importante. Et la dissuasion se double toujours d'un dialogue, surtout quand on a une puissance nucléaire. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes les seuls en Europe à pouvoir parler d'égal à égal aux Russes. Pour l'instant, ils n'en veulent pas trop, hein, il faut reconnaître, hein. Ils attendent les élections américaines, en fait. C'est clair que toujours avoir la porte ouverte au dialogue, c'est tout à fait normal. Sauf qu'on peut voir deux choses.
à mon sens, il y a eu deux approches. Donc, première approche qui était prise par le président de la République, donc avant l'invasion, c'était l'approche de discuter avec la Russie, mais avec une position faible. On a vu que ça n'a pas du tout marché. Et maintenant, je pense qu'il essaye, donc son administration essaye de revoir cette approche, essaie de discuter avec la Russie, mais des positions fortes. Et ça, à mon sens, c'est le seul moyen à discuter avec la Russie pour vraiment avoir des résultats. Si on discute avec eux avec une position faible, on ne pourra rien en tirer. Si on en discute avec une position forte ou égale, grosso modo, on peut espérer à des résultats. Mais pour l'instant, c'est très clair s'il s'agit de la guerre russo-ukrainienne. On sait que les Ukrainiens, ils ne sont pas prêts à négocier actuellement. Les Russes, ils ne sont pas prêts à négocier non plus. Parce qu'à Moscou, ils pensent qu'ils peuvent obtenir des meilleurs résultats sur le champ de bataille. Donc, ils pensent qu'ils peuvent atteindre leur but politique, parce qu'on sait toujours que la guerre, c'est juste un outil pour obtenir des buts politiques. Et les Ukrainiens également, ils pensent qu'avec l'appui des Occidentaux, ils peuvent avoir des meilleurs résultats. Et donc, pour l'instant, si on peut parler, c'est très mauvais de le dire, mais si on parle des jeux de stratégie, à tour, donc là, c'est le tour de la Russie. Donc, ils mènent leur offensive. Après, ce sera le tour de l'Ukraine de mener leur contre-offensive ou offensive, ça dépend comment vous le voyez. Et peut-être l'année prochaine, quand les deux parties seront suffisamment épuisées, qu'ils vont voir qu'ils ne peuvent pas atteindre plus que ça, peut-être il y aura on ne va pas dire des pourparlers, des paix, mais au moins une perspective de tels pourparlers. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Rien en 24. En 24, c'est l'offensive russe et la contre-offensive ukrainienne, dès qu'ils auront le matériel. Et de toute façon, ils ont encore suffisamment d'énergie de part et d'autre. C'est pas si simple en Russie non plus. Donc pour continuer à se battre. Et 25 sera le moment, il y aura un nouveau président américain où il se passera des choses. Sur la position de force, je suis tout à fait d'accord, on négocie toujours en position de force. La faiblesse qu'on a eue dans le dialogue, elle a été un peu avec la Russie, mais beaucoup avec l'Ukraine. Parce que l'intérêt des Européens, Merkel et Macron, c'était en fait d'éviter le déclenchement de la guerre. À l'époque, on ne pensait pas que ça irait jusque-là, mais il y avait un début de guerre qui a commencé en 2014 quand même. Donc l'intérêt, c'était de calmer le jeu. C'était l'intérêt des Européens, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan géopolitique, à tout point de vue. Et le fond du blocage des accords de Minsk, c'était quand même le statut spécial pour le Donbass. C'était des accords éminemment favorables à la Russie, c'est clair. Mais c'était l'intérêt des Européens de les appliquer. Et ils ne l'ont pas fait parce qu'en fait, ils étaient gênés de mettre la pression sur l'État agressé qui était l'Ukraine. Il faut, à mon sens, aussi rajouter que n'importe quel président ukrainien qui aurait appliqué cette demande sans suivre l'ordre, parce qu'il y a eu, vous vous souvenez bien, j'imagine, des accords de Minsk 2, où il y avait écrit les pas à entreprendre. Il y avait 1, 2, 3 des points. Et donc les Russes, ils disaient que d'abord, il fallait faire les élections là-bas, et les Ukrainiens disaient d'abord, les Russes se retirent, les Ukrainiens reprennent le contrôle, ce qui est quand même logique, puisqu'on ne peut pas avoir des élections avec des soldats ou de l'administration qui n'est pas contrôlée par la capitale. Mais je pense que justement, oui, dans ce sens, n'importe quel président ou gouvernement ukrainien qui aurait appliqué cela comme le voulaient les Russes serait, on ne peut pas dire destitué, mais il serait affronté à un immense mécontentement au sein de la population ukrainienne, parce qu'on sait qu'il était contre une telle application. Donc, je veux dire, la population, l'opinion publique ukrainienne était. J'ai pas de chiffres de mémoire, mais on peut le retrouver sur Internet, et même les spectateurs, ils pourront le faire à ma place. Donc, on peut le voir que la population ukrainienne était défavorable à ce genre de situation. Jean Guignesti, vous vouliez compléter, je crois ? Oui, évidemment, la question du courage politique des dirigeants est très importante dans ce genre de situation. Le courage physique, c'est très facile. On va se faire tuer au front. Les hommes dans une certaine mesure, monsieur l'ambassadeur. Non, mais disons que... c'est plus binaire. Voilà. Mais le courage politique, ça veut dire se brouiller avec ses propres amis.
Donc un grand chef d'État, c'est quelqu'un qui sait faire une concession qui n'est pas acceptée par son opinion publique pour le bien de son pays. Un certain nombre de gens l'ont fait dans l'histoire, mais il n'y en a pas beaucoup en fait. Et c'est le seul point sur lequel je serais un peu en désaccord avec vous, c'est quand on regarde les accords de Minsk, il est clair que la dernière étape, alors c'est pas le point 11, c'est le point 8, hein, mais la dernière étape des accords de Minsk, c'est-à-dire la récupération par les troupes ukrainiennes de la frontière, c'est après les élections reconnues par l'OSCE. C'est-à-dire à la toute fin du dispositif. Donc tout le reste est absolument exact. Ces accords étaient quand même très défavorables aux Ukrainiens. Ils ne disaient pas un mot de la Crimée, alors que la Crimée est quand même un enjeu. Il n'y avait pas un mot. Et en gros, le calcul russe dans les accords de Minsk, c'était de faire rentrer le Donbass dans revenir le Donbass dans la souveraineté ukrainienne, étant entendu que les Russes comptaient sur un Donbass pro-russe à l'intérieur des institutions ukrainiennes pour faire pencher un peu la balance de l'Ukraine vers la Russie. C'était ça le truc, si je puis dire. Et donc, c'était défavorable aux Ukrainiens. Mais je pense que si les Ukrainiens l'avaient accepté, et si nous, Français et Américains et Allemands, nous avions eu suffisamment de force politique pour l'imposer, on n'en serait pas là, on aurait évité une guerre, et l'Ukraine s'en porterait beaucoup mieux. Si vous me permettez, je voudrais quand même rajouter quelque chose parce que j'ai retrouvé justement le texte donc de ces 13 points fameux. Et donc il y a 10e point, c'est donc le retrait de toutes les troupes et des formations étrangères, y compris l'équipement militaire, etc., du territoire ukrainien sous la surveillance de l'OSCE, le désarmement des groupes illégaux après la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle en Ukraine. Et puis, donc, dernier point, c'est... le retour à la frontière. Oui, exactement. Mais c'est après les élections de l'OSCE. Non, pas tout à fait. Ah. Pas tout à fait. Non, Là, alors vous l'avez sous les yeux, c'est l'énorme avantage. Mais c'est pas grave. En tout cas, il y a différentes. Il est possible qu'il y ait différentes versions, mais c'est une chose que j'ai bien vérifiée avant. La dernière étape, c'est la récupération de sa frontière par les troupes ukrainiennes. Mais c'est pas le point 13 ou le point 11. Parce qu'il y a deux versions. Il y a une version 11 points entre Minsk 1, Minsk 2. Enfin. Mais... Je regarde bien le Minsk 2. Mais bon, de toute façon, je ne pense pas qu'on va rester désert sur l'Ukraine. Surtout qu'ils ont discuté pendant 2 ans sur cette affaire-là sans se mettre d'accord. Et donc, ce que je voulais aussi y rajouter, c'est que ces accords-là, une fois appliqués, à mon sens, la Russie aurait justement atteint quelque part son but politique parce que l'Ukraine sera rendue en état... déjà, l'Ukraine, c'est un État quand même assez difficile et compliqué, on peut le dire. Et une fois ces accords mis en œuvre, ça serait donc le Donbass serait la partie qui aurait bloqué toute aspiration ukrainienne de l'adhésion à l'OTAN, à l'Union européenne ou tout développement qui dirigerait ces pays vers l'Occident. Et donc, c'était pas acceptable. Donc, si on vérifie bien les opinions, enfin les sondages d'opinion publique ukrainienne, ce n'était pas acceptable par la population ukrainienne. Même si, bien évidemment, au sein du gouvernement ukrainien, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas forcément contre d'un tel règlement. Oui, l'objectif de la Russie, plus même que la Crimée ou le Donbass, c'est la neutralisation de l'Ukraine. Donc l'approche que la Russie applique pour l'ensemble de ces anciennes républiques socialistes soviétiques en dehors des Baltes, qui sont un cas séparé, c'est soit tu es ami avec nous, soit on te prend des territoires comme zone tampon. C'est à peu près ça. Donc le choix qui se posait à l'Ukraine à l'époque, c'était soit ils risquaient de perdre des territoires et d'entrer en guerre, soit ils acceptaient la neutralisation. Mais à l'époque, la neutralisation, il faut le dire, c'était par rapport à l'OTAN. C'était pas par rapport à l'Union européenne. À plusieurs reprises, la Russie avait laissé entendre que des accords avec l'Union européenne pouvaient être envisagés. Ils l'avaient fait pour la Moldavie, dans le plan Cosaque en 2003. Ils l'ont fait. Et d'ailleurs, la plupart par exemple, vous voyez les pays d'Asie centrale, les 5 pays d'Asie centrale ont tous des accords d'association, de partenariat avec l'Union européenne. En revanche, pour l'OTAN, c'est
fondamentale, l'Ukraine ne devait pas rentrer dans l'OTAN. Alors, il y a eu quand même en 2010 des élections présidentielles en Ukraine qui ont été vérifiées, tamponnées, certifiées par l'OSCE avec des équipes de vérification, etc., qui ont mis au pouvoir, pas de beaucoup, mais un président qu'on qualifie d'ailleurs un peu rapidement de pro-russe, Yanukovych, parce que c'était un patriote ukrainien, mais qui considérait que l'Ukraine devait vivre en bonne intelligence avec la Russie. Et il avait donné satisfaction à la Russie sur 2 ou 3 points essentiels. Il leur avait donné un bail sur la base de Sébastopol, ce qui était important pour les Russes qui ne voulaient pas que la base de Sébastopol tombe aux mains de l'OTAN. Il a passé une loi sur les orientations de politique étrangère qui impliquait la neutralité, et il a passé une loi constitutionnelle qui garantissait la langue russe. Et à ce moment-là, moi je me souviens très bien, à Moscou, un haut responsable m'a dit, bon ben, avec ces 3 éléments, nous on est tranquille, tout va bien avec l'Ukraine. Vous savez, quand vous étiez, vous pouvez préciser peut-être les années quand vous étiez à Moscou? C'était Medvedev, hein. C'était une période un peu de 2009-2013, et c'était Voilà. une période un peu bénie. Hein. Tout allait bien. Tout allait bien. Et donc, À ce moment-là. quand vous étiez à Moscou, j'étais à Kiev. J'ai travaillé à l'époque au bureau de liaison de l'OTAN, donc qui s'occupait d'aider les Ukrainiens à quelque part de mener la coopération et donc d'aider les Ukrainiens à atteindre les STANAG, donc ce qui sont les normes de l'OTAN, donc dans le but d'intégrer cette organisation que les Ukrainiens ont souhaité de faire des mémoires depuis les années 2003-2004. Et donc, je me souviens bien à cette époque, quand vous dites que le ancien président, qui a d'ailleurs été destitué de son statut, si je ne me trompe pas, pour la haute trahison. Et donc, je me souviens comment lui, il évitait à tout prix, parce que dans le cadre de mon travail, j'étais obligé de discuter avec les autorités ukrainiennes, et à quel point il essayait juste de supprimer le mot OTAN ou Euro-Atlantique partout. Cependant, c'est très intéressant et ce n'est plus un secret. Lui, il a demandé le bureau pour que les pays de l'OTAN l'aident à introduire en Ukraine une espèce d'une gendarmerie, parce qu'apparemment, lui, il s'apprêtait à un soulèvement de la population et il voulait qu'on l'aide son appareil donc à former cette gendarmerie afin de réprimer les potentiels manifestations, exactement. Sauf que bien sûr on l'a pas fait pour des raisons évidentes, mais c'était ça. Et quand on dit que c'est clair qu'il a été élu en 200%, 120%, il a été vraiment élu, il n'y avait pas de justesse, mais enfin, il a été élu. Oui, mais il était élu, c'est vrai, il était élu légalement. Ce n'était pas des élections comme à laquelle on assiste en Russie, par exemple, là où, excusez-moi, c'est une farce. Mais dire que lui, il était patriote ukrainien, c'est quand même, à mon sens, c'est un peu exagéré. C'est une personne qui mettait sur les postes clés, donc le ministre de la Défense, qui démantelait l'armée ukrainienne. Et c'était très intéressant, hein. Il y a eu 2 ministres de la Défense qui travaillaient pour la Russie, clairement, et qui préparaient, à mon sens, si je regarde en rétrospectif, qui démantelaient l'armée ukrainienne, les capacités de la défense ukrainienne. Et quand les Russes ils ont mené leur opération en Crimée et puis dans le Donbass, les Ukrainiens ils se sont retrouvés avec quasiment plus de brigades fonctionnelles. Ils avaient sur le papier 100 et quelques mille, donc toute force armée qui était, si je ne me trompe pas, avec les civils, 100 et quelques mille, 120 000, et alors des troupes prêtes au combat, c'était pas plus de 10 000. Est-ce que la manière dont les Russes font de la diplomatie a changé ? Est-ce qu'il y a une diplomatie russe ? Est-ce qu'il y a des diplomaties russes ? Et comment elles ont évolué ? Ça dépend. Sur le plan, avant de répondre à votre question, je voulais dire un point. Tous les sondages, jusqu'à la première agression russe au Donbass, elle n'est pas nette, mais ça revient à ça, soutien, tous les sondages donnait une majorité de la population ukrainienne qui n'était pas favorable à l'entrée à l'OTAN. C'est tout à fait vrai. Ça a changé après 2014, tout à fait vrai. Oui. Et donc sur ce plan, Yanukovych ne faisait que suivre en quelque sorte sa population. Mais je vais répondre à votre question.
sur le plan des pratiques diplomatiques, ça n'a pas changé. C'est la grande tradition du MID. Quand vous avez un entretien, ça commence par un quart d'heure où ils expliquent à quel point vous avez tort, pourquoi vous êtes méchant, mauvais, et que tout ça... Ça se passe littéralement comme ça. Voilà, et puis en général, ça dépend, il y a d'autres types de... Mais C'est très le souvent, format normal. ça me rappelait les temps soviétiques. Et puis une fois que vous aviez été bien, j'allais dire, attendri, à ce moment-là, on commençait à discuter sérieusement. Donc il fallait que vous commenciez au moins à entendre vos torts. Voilà. Bon, sur le plan du fond, il y a un changement qui est très important de la politique étrangère russe et qui a été illustré d'ailleurs tout récemment par un document qui a été publié sur les principes de politique étrangère en 2023 et qui vient d'être mis en forme par un des politologues proches du Kremlin qui s'appelle Karaganov et qui explique que maintenant, la Russie, j'allais dire, son objectif, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Ouest, c'est pas l'Occident, que tous ces accords, tout ça, ça n'a aucun sens, que le centre de développement du monde, c'est l'Asie, à la fois sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan axiologique, c'est-à-dire les valeurs. Et donc, il y a une espèce d'énorme tournant qui a été préparé à l'avance, mais ce tournant s'est cristallisé à l'occasion de la guerre en Ukraine, et maintenant, la Russie a une priorité. Alors c'est très amusant d'ailleurs, parce que quand on regarde le document sur les principes de politique étrangère qui a été publié en juin 2023, vous voyez dans le document antérieur, qui datait de 2010, c'était priorité États-Unis, Europe, bon. Et là, vous avez toujours priorité Asie, Afrique, Amérique latine, etc. Puis l'Europe arrive tout à fait à la fin. Ça, c'est un tournant qui est radical. La question qui se pose, c'est est-ce que la population russe, qui se sent profondément européenne, acceptera ce type de modification? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement substantiel, peut-être pas définitif, mais très important et en tout cas durable de la diplomatie russe. Pour moi, le changement de la diplomatie russe, donc si on s'écarte un tout petit peu des documents que vous venez de citer, ou en général tout ce qui est purement diplomatique, si on parle de la façon comment la Russie traite avec les pays, pour moi, la rupture, elle a eu en 2007. Mais c'est pour moi personnellement, peut-être vous êtes en désaccord, ça c'est également possible. Donc quand la Russie a quitté l'accord de la convention des forces, des forces conventionnelles en Europe, oui, exactement. Donc CFE. Et en 2008, elle a montré qu'afin d'atteindre ses buts politiques, afin de mener donc sa diplomatie, elle peut faire recours à la force. On l'a vu en 2014, puis on l'a vu de nouveau avec un plus grande ampleur en 2022, et donc depuis 2022. Ce qui était inimaginable en Europe auparavant, parce qu'on s'est tous dit que oui, d'accord, donc le mur de Berlin est tombé, 89, l'URSS s'est éclaté, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus de... Et même l'OTAN, d'ailleurs, cherchait sa raison d'être. Qu'est-ce qu'on va faire si l'URSS est éclaté? Et après, on a vu qu'il y a une puissance qui a dit, d'accord, on va respecter les accords comme on les voit ou comme on les considère. Donc, par exemple, comme d'ailleurs vous l'avez évoqué au début, que les Russes, ils voient les pays de l'ex-URSS, mis à part les 3 pays baltes qui ont eu la possibilité de s'échapper. Exactement. Quand les Russes n'étaient pas encore assez forts pour les réprimer ou pour empêcher leur ancrage au sein de l'Union européenne, de l'OTAN. Et donc, on voit que c'est une puissance qui, d'un côté, donc, considère ses voisins, donc anciennes républiques soviétiques, comme... on peut parler des doctrines Brejnev, donc en fait la souveraineté limitée. Donc ce sont des pays qui sont souverains, certes, mais ou la doctrine Monroe. Ça se limite. Et donc deuxième chose, ils ont montré qu'ils sont déterminés quand même à utiliser la force. Et ça, c'est très intéressant. Pour moi, ça, c'est nouveau. Mais pour moi, on le suit depuis 2007 et 2008, l'agression russe contre la Géorgie. Alors, oui, sauf qu'il y a eu une parenthèse bénie. Parce que quand Medvedev a été élu en fin 2007, a pris son pouvoir en 2008, tout le monde sait que Medvedev obéit à Poutine. Donc il a instauré un nouveau dialogue avec l'Occident.
il a instauré un nouveau dialogue. C'était le moment où on a signé les accords New Start de réduction des armes nucléaires. C'est le moment où on a cru qu'on pourrait justement réactiver les accords CFE, enfin les accords sur les forces conventionnelles en Europe. C'est le moment où on appliquait toutes les garanties de Vienne, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a des manœuvres, on annonce, on prévient, les accords aussi sur les avions, Open Skies, c'est-à-dire qu'il y avait ciel ouvert, on mettait des Américains dans un avion pour surveiller les manœuvres. Tout ça marchait très bien. La Russie est entrée dans l'Organisation mondiale du commerce et les Américains ont plaidé pour que la Russie rentre. On a fait sauter les dernières séquelles de l'amendement Jackson qui limitait les exportations russes. Et donc il y a un moment béni où la Russie, même après 2007, où il y avait ce fameux discours de Munich où Poutine avait dit l'unilatéralisme de l'Occident c'est fini, maintenant on va réagir, ce qui laissait entendre effectivement qu'il pouvait y avoir des réactions peut-être militaires, etc. Mais il y a après ça une parenthèse absolument bénie, et cette parenthèse a pris fin, et moi je l'ai vécu sur le terrain, elle a pris fin à la fois sur le plan interne et sur le plan externe. Sur le plan externe, c'est l'affaire syrienne et l'affaire libyenne, puisque dans les deux cas, alors, je ne veux pas raconter des anecdotes de vieil ambassadeur, mais je n'avais jamais vu... Vous êtes aussi là pour ça. À la télévision russe, dans l'affaire libyenne, je n'ai jamais vu ça, ni du temps de l'Union soviétique, ni du temps de la Russie. Pendant une semaine, il y a eu les deux thèses qui s'affrontaient. Il y avait des politologues qui disaient on ne peut pas laisser ce monstre sanguinaire de Kadhafi noyer son peuple dans un bain de sang. Et puis il y avait d'autres qui disaient non, c'est une croisade de l'Occident contre un valeureux dirigeant du tiers-monde, etc. Les deux thèses, jusqu'à ce que ça s'arrête quand Poutine a dit à Medvedev, et ça je le sais, écoute, c'est toi le président, c'est toi qui décides, donc si tu laisses passer les Occidentaux, tu as le choix, tu le fais, mais tu en subiras les conséquences. Et les conséquences, ça a été que Medvedev n'a pas pu se présenter pour un deuxième mandat. Donc il y a eu ça, il y a eu la Syrie, parce que Medvedev, il avait reçu un coup de fil, j'ai oublié de le dire, d'Obama et de Sarkozy en lui disant laisse passer notre résolution sur l'interdiction, la zone d'interdiction aérienne au-dessus de la Libye. Poutine était contre, Medvedev était pour, il y a eu ce débat, et effectivement les Occidentaux ont utilisé cette résolution pour justifier en fait un soutien net aux rebelles. Donc ça a été un tournant. Et puis le tournant aussi, ça a été les manifestations. Il y a eu 1 million de personnes dans l'ensemble de la Russie, ce qui est énorme à l'échelle du pays et surtout du régime russe. 1 million, oui. Oui, fin 2011. Les grandes manifestations de fin 2011 contre le trucage des élections législatives. Parce que les élections législatives, c'est quand même un peu spécial en Russie, il faut dire. Et là, la population qui avait été accoutumée par 4 ans de Medvedev, dans ces manifestations, il y avait des drapeaux LGBT. Moi, je les ai vus de mes yeux dans la rue. Il y avait des drapeaux rouges et noirs anarchistes, etc. Et là, Poutine a dû se dire, c'est plus possible. Et donc, il a... dans une scène historique d'ailleurs qui restera écarté Medvedev, qui est tout penaud, est venu au congrès du parti russe pour dire oui, finalement avec Vladimir Vladimirovitch, nous en avons beaucoup discuté et finalement nous sommes arrivés à la conclusion que le meilleur candidat c'est lui. Et donc ça a été réglé. Et donc un des premiers gestes qu'a fait Poutine quand il est arrivé au pouvoir, donc en 2012, c'est de prendre la loi sur les agents de l'étranger. Parce que quand il a vu les LGBT, les drapeaux noirs, etc., il s'est dit, c'est la Shirley. Voilà, exactement. Et ça a été son premier geste. Et d'ailleurs, d'ici, pour développer cette histoire, il faut dire qu'en 2021, les Russes ils ont publié, comme chaque 4-5 ans, ils publient une doctrine, donc National Security Strategy, donc la stratégie de la sécurité nationale, où ils ont clairement nommé l'Occident comme ennemi. Et là, ils sont partis dans plusieurs tournures des phrases assez intéressantes, comme l'occidentalisation ou westernisation de la Russie constitue une menace. J'ai quelques citations, si vous voulez, je pourrais lire. Mais bon, pour dire que l'Occident, c'est une menace à la Russie.
Et là, cela se rejoint également avec ce que vous venez de dire par rapport à Vladimir Poutine et donc l'année 2012, ces manifestations. Euh, les Russes, ils ont en 2013 des mémoires. Il y a eu ce qui est d'ailleurs certains spécialistes appellent à tort donc la doctrine Gerasimov. Il n'y a pas de doctrine Gerasimov, mais il y a eu un article paru en 2013, je ne me souviens plus le mois exact, et qui parlait justement de donc il s'est inspiré, il a pris un exemple, les manifestations et le printemps arabe, et donc lui, il a déclaré quelque part que c'est orchestré par les Occidentaux, et donc il faut éviter ce genre de choses en Russie. J'ai caricaturé un peu, bien sûr, il ne l'a pas dit de cette façon, mais on pouvait le lire, et donc les Russes, ils ont commencé à travailler de façon très, très, très sérieuse, et donc perfectionner et améliorer leur capacité de mesure, on peut dire mesures actives, ça date encore de l'époque soviétique, donc de la guerre froide, mais donc ce qui est en gros la guerre de l'information, ou que les Russes appellent la confrontation informationnelle. Donc en russe, ils disent information противоборство. Et en partant de ces principes, donc ils se sont dit comment est-ce que les Occidentaux, donc dans leurs idées, peuvent influencer les soulèvements en Russie, et donc comment aussi les Russes ils peuvent influencer l'opinion publique à l'Occident. Et pour moi, c'est à partir de ces moments-là, puisque j'ai un peu étudié cette question, on va dire ça comme ça, depuis quelques années, enfin déjà un peu beaucoup, on va dire. Voilà, donc, et les Russes, ils ont commencé à voir comment est-ce qu'ils peuvent changer des régimes, orchestrer, par exemple, ce qu'on a vu en Afrique, ça c'est en partie les activités de la Fédération des Russies, qui consiste à donc déjà jouer sur la haine qui existe au sein de certaines populations africaines envers notre pays, donc envers la France, et qui également ont orchestré certains manifestants, ils ont créé certains groupes qui soutenaient l'arrivée des Russes. On l'a vu d'ailleurs aussi en Ukraine pendant les événements de 2013-2014 qu'on appelle Maïdan. Donc il y a eu également des gens qui ont été financés par certains groupes et qui devaient se pointer pour manifester, mais qui ont été payés. On l'a vu en Afrique. Et donc, en fait, tout ça pour vous dire que carrément, après, je ne suis pas dans la tête de Poutine pour le dire, mais apparemment, soit c'était un prétexte pour Vladimir Poutine, donc d'un côté se mêler dans les démocraties, donc utiliser ce qu'on appelle la guerre de l'information, soit il se sentit vraiment donc, potentielle victime des Occidentaux, mais ça, on ne saura jamais, ou peut-être quelqu'un qui va faire des mémoires, je ne sais pas que dans combien d'années d'ici là. Peut-être vous avez aussi quelque chose à rajouter, je pense que ce serait très intéressant. Non, tout ça est vrai. En tant qu'ancien directeur d'Afrique, en fait, les Russes, évidemment, ont chevauché, disons, des erreurs que nous avons faites. Je vous reprends sur un mot, la haine de la France, non. Dans les pays il n'y avait pas de haine de la France. Nous avons fait des erreurs, on nous a fait payer parce que nous étions l'ancien colonisateur et on est toujours. Quand on regarde après j'ai pris de m'excuser, mais j'ai dit au sein de certains groupes. Au sein de certains groupes. Voilà. Oui, non, mais tout à fait. Mais même, évidemment, il y a quelques personnes qui ont été formées dans les universités Lumumba. La Russie a toujours été présente dans ces pays, surtout au Mali. Oui. Au Mali, vous aviez un tiers des officiers formés à Saint-Cyr, un tiers à West Point et un tiers à Fonzé. Vous avez un partage. Donc, effectivement, vous avez raison. Mais la haine était excessive. Nous avons fait des erreurs qui ont été exploitées de façon extrêmement efficace par les Russes. Je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de doctrine Gerasimov. Quand on lit l'article de Gerasimov, c'est voilà ce que les Occidentaux nous font et il faut faire la même chose et on va les embêter partout. Et en ce moment, ils nous embêtent partout. Est-ce qu'il faut attendre que Poutine meure pour que Poutine s'en aille ? Est-ce que Poutine va rester encore longtemps au pouvoir? Non, mais on le disait à un moment malade, on l'a dit à un autre moment isolé. Bon, il s'avère qu'il ne paraît ni malade ni isolé, quoi qu'on n'en sait rien. Oui. Je crois qu'il faut... Moi, je pars de l'idée qu'il sera là jusqu'en 1936 et que c'est avec lui qu'il faudra traiter. Alors maintenant, il peut y avoir
des choses. Il peut être malade, en effet, mais vous savez, le cancer de Mitterrand, il a été détecté et annoncé dans un petit cercle restreint dès son élection à la présidentielle. Il est resté 14 ans et il est mort dans son lit, alors du même cancer, mais il a mis 14 ans. Donc, on peut être malade et continuer à gérer un pays. Ensuite, comme vous l'avez dit très justement, le pouvoir n'est pas monolithique. Il y a des clans, des forces, il y a les pétersbourgeois, il y a les oligarques de la deuxième génération, ceux dont Poutine a fait la fortune, mais qui ont envie de la garder. Et dont on a vu qu'il n'avait pas tant de pouvoir que ça aussi, il me semble. Il a du pouvoir, mais il est au centre de l'échiquier politique. Et parfois, ça peut bouger. Il a eu peur au moment de la mutinerie de Prigojine. Ça se lisait sur son visage. Il a eu peur. Et il était dépassé par son extrême droite, si je puis dire, nationaliste, à qui il avait d'ailleurs laissé la bride sur le cou pendant assez longtemps. Trop longtemps à son goût. Après, il s'est rattrapé. Mais donc, on sait bien qu'il peut se passer des choses. Mais nous, si on veut apaiser le continent dans les conditions honorables pour tout le monde, il faut compter le faire avec lui. Hein. Écoutez, je pense que la réponse est très simple. Si on regarde l'histoire de l'URSS, on voit que souvent les dirigeants soviétiques, ils terminaient soit par la mort, soit par l'impuissance, qui ne pouvaient tout simplement pas exécuter leurs tâches. Donc je pense qu'on peut s'attendre à peu près à la même chose avec Vladimir Poutine. C'est une personne qui est là, de façon, si on regarde les élections, une farce, donc, qui est là illégalement en violation de la Constitution, mais en revanche qui est là, qui détient le pouvoir. S'il s'agit de la guerre, encore une fois, russo-ukrainienne, le plus probablement, négociations vont avoir lieu avec lui. Sauf bien évidemment c'est le maire. Mais encore une fois, il faut être docteur, il faut être présent, il faut connaître ces analyses pour trancher, pour estimer. Mais pour moi, c'est une personne qui va encore quand même rester au moins pour ce quinquennat, même si ce n'est pas un quinquennat en Russie. Pour le mandat, on va dire. Et il est suivi par l'opinion publique qui lui est plutôt favorable, semble-t-il. Ah bah oui, mais en plus, il vient les C'est-à-dire derniers que sondages. les élections sont peut-être été un peu truquées à la marge, mais Ah oui, même si vous retirez clairement 20%, élu. il a Oui. quand même 60%. Hein. Et là, les derniers sondages FTIOM, alors FTIOM, c'est pas les VADA, c'est une instance de sondage qui est plus proche du gouvernement. Mais c'est intéressant de voir les sondages dans la séquence temporelle, et il est de fait qu'il ne fait qu'augmenter depuis 3 ans, et que chaque mouvement un peu brutal correspond en fait à augmenter sa popularité. Et on ne doit pas oublier que la machine de propagande elle est quand même assez puissante en Russie. Et cette guerre que la Russie mène en Ukraine a également aidé à consolider une certaine couche de la population russe. Et donc, parler de la gloire de la Russie, de retrouver ce qu'ils considèrent comme peut-être ses frontières, de rétablir l'Empire, ou voir le RSS 2.0, c'est qui fait appel à ce que les gens elles pensent sur place. Donc, bien sûr, on ne peut pas dire que tous les Russes partagent ces points de vue, mais il y en a quand même beaucoup qui croient et qui veulent voir en Russie un État fort qui peut dicter ses conditions à d'autres pays dans le monde. Et j'ajouterai un dernier point, tout ça est totalement exact, mais il y a du concret. C'est pour la première fois après l'invasion de l'Ukraine en 2022, le revenu réel des Russes a augmenté après 10 ans de stagnation. Alors ça, effectivement, ça joue aussi en faveur de sa popularité. 18h, 59 passé de 38 secondes. Messieurs, le mot de la fin. Monsieur l'ambassadeur, le mot de la fin. C'est la patate chaude que je refile à mes invités avant de les virer de mon plateau. Le mot de la fin, c'est que, en gros, toute guerre se termine par un compromis. Et que le compromis, pour moi, nécessitera des concessions territoriales. Et que le curseur... Ce que les Russes essayent de faire actuellement, et ils n'y arrivent pas, c'est de gagner le maximum de terrain pour avoir le maximum de choses à négocier. Leur objectif principal, en dehors de la Crimée, qui est un cas vraiment très particulier, c'est la neutralisation de l'Ukraine. Donc les Russes se battent pour que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Et je vois même que du côté américain, on a un peu hésité parce qu'ils se sont battus contre les Français et les Allemands pour empêcher
enfin, nous voulions empêcher qu'on prenne des engagements. On a perdu, hein, d'ailleurs. Donc, il y a une phrase qui dit que l'Ukraine et la Géorgie rentreront dans l'OTAN. Maintenant, c'est eux qui ont dit à Washington, pas question de concrétiser l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc, en fait, c'est là qu'est le nœud de la négociation, et c'est pour ça qu'il se bat, et c'est pour ça qu'il y aura une négociation neutralité contre territoire. Et moi, je dirais que la neutralisation de l'Ukraine ne consiste pas à empêcher l'Ukraine à rejoindre l'OTAN. Cela consiste parce que le but de Vladimir Poutine, c'est de reconstituer quelque part ce qu'il voit comme ses terres, parce qu'il ne considère pas l'Ukraine comme un État indépendant, ça il faut se souvenir. Il ne considère pas les Ukrainiens comme un peuple à part, il les considère comme les Russes qui se trompent, si j'ose le dire. Et on peut le lire dans son article publié en 2021. Et donc il faut dire que la neutralisation de l'Ukraine, pour les Ukrainiens, c'est s'ils perdent, ce sera une grande catastrophe. On pourra s'attendre à des vagues des migrants, enfin des personnes qui fuient la guerre, qui fuient en fait la misère auquel ils seront affrontés. Et pour les Russes, il s'agit de reconstituer quelque part un empire. Donc, où ces compromis sera trouvé, ça c'est une autre chose. Mais pour moi, si un tel compromis aura lieu, il y aura quelque chose, parce que cette guerre ne peut pas durer des décennies. Le plus probablement, les Russes, à mon sens, les Russes, ils vont recevoir une certaine partie du territoire, et en contrepartie, l'Ukraine va rejoindre l'OTAN ou va recevoir de telles garanties de sécurité que les Russes ne pourront pas réellement entreprendre une deuxième attaque de ces pays. Je suis d'accord avec cette conclusion, sauf l'OTAN, parce que l'OTAN, c'est symbolique. Ça ne changera pas grand-chose qu'il y ait des garanties en béton ou que l'Ukraine soit dans l'OTAN. Mais comme il a bâti tout un discours depuis des années là-dessus, il ne voudra pas formellement que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Peut-être après sa mort. Peut-être après sa mort. Nawal dans le chat nous dit les échanges éclairés et respectueux entre les deux invités experts, c'est notable et passionnant à suivre. C'était un plaisir de vous entendre, messieurs, en tout cas. Merci de nous avoir fait l'amitié de vos lumières. Merci de vous être transportés un 9 mai au studio 3F74. Je vous chasse du plateau, je vous remets entre les mains de Joey qui doit vous attendre. Merci infiniment et revenez si l'exercice vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.